Alors, on va se parler maintenant de différentes générations. Si les millennials, ces digital natives angoissés, la Gen Z, la terreur des ressources humaines, et de l'autre côté, peut-être les boomers que les autres générations ont décidé de gentiment chahuter, on va dire ça comme ça. Chacune a trouvé sa place vraiment au cœur des discours marketing des marques. On oublie souvent la Gen X, qui a peut-être moins pris le devant de la scène. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'une disparition ? C'est justement le sujet de la discussion qui va avoir lieu tout de suite entre Déborah Marino, directrice générale adjointe en charge de la stratégie chez Publicis Luxe, et Olivier Guillon, député général et head of equity chez Opinionway. Bonjour, on va vous inviter en une dizaine de minutes à faire une expérience de pensée qui consiste à imaginer un monde dans lequel on aurait perdu les Gen X. Gen X que ici on va qualifier de façon un peu arbitraire puisque vous savez que la question des générations n'est pas du tout est toujours en débat, évidemment, dans le monde académique. Donc, il s'agit ici de prendre quelques libertés sur les frontières qu'on détermine. On parlera ici des 45-65 avec un cœur de cible de 50 à 60. Et on va vous raconter ce qui se passe quand ils disparaissent. Une histoire de love, de bêta et de drama. Imaginez cette année, on est en 2025 et Radiohead a décidé de refaire un concert après 7 ans d'absence. Les places se sont vendues pour de vrai en 30 minutes. Premier concert à Madrid. Tout commence là. Arrive le soir du concert et dans la salle, personne sur scène, personne dans le public, tous les Gen X sont disparus. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que cette génération, qu'on a appelée la génération oubliée, ou qu'on a appelée cette génération silencieuse, a en fait décidé à un moment de se faire la malle, de disparaître. Hasta la vista baby, c'est le genre de film qu'ils regardaient quand ils étaient petits. C'est le moment où ils ont dit qu'ils en avaient un peu assez de ne faire partie que de la moitié des boss existants au Fortune 500, ou d'être à peu près, ou de représenter moins de 10% des investissements en communication des gens qui finalement sont invisibles et ont décidé de le faire savoir. Et avant que cette génération se fasse la malle, on a réussi à les interroger. Donc on a conduit cette belle étude auprès des Gen X, donc 45-65 ans, qu'on a conduit en juin auprès de 1150 personnes, donc dans 4 marchés, donc en Chine, en France, aux États-Unis et aux Émirats, donc tous appartenant au top 10 de la population en termes de revenus, avec même la moitié qui était au top 5. Et donc voilà, l'idée c'était de bien cerner tout ce qu'on allait perdre en les voyant disparaître. Donc on vous invite à faire cette histoire à l'envers et plutôt que vous raconter cette étude, vous racontez ce qui se passe quand ces gens-là disparaissent. 2025-2027, ils ne sont plus là. Le grand silence, stupeur et tremblement, on perd 31% de la population globale et 35% de la main-d'œuvre un peu partout dans le monde. Évidemment, à la fois les entreprises et les familles vont se retrouver dans une situation extrêmement compliquée et le luxe en particulier va être dévasté. Au-delà de perdre un certain nombre de ce qu'on appelle les re-icons, c'est-à-dire tous ces gens qui étaient revenus, qui étaient redevenus des grands porteurs de valeurs et d'images dans cet univers-là, c'est toute une génération de créateurs qui va disparaître et Pedro Pascal aussi. Donc franchement, il venait juste d'arriver, problème. Par ailleurs, on sait que dans l'univers du luxe, on va avoir une disparition d'une population qui est en fait, depuis 2025, la première consommatrice de biens de luxe, que ce soit des produits ou des services. Et en particulier, on va avoir des industries entières qui vont faire faillite. On pense à l'hospitalité et aux croisières, parce que ce sont les premiers consommateurs. Au global, on perd entre 30 et 40% des consommateurs, quel vilain mot, des clients dans ces univers. Oui, on perd beaucoup de valeur en voyant disparaître la Gen X. D'abord, la valeur de plaisir, le plaisir personnel, qui est aujourd'hui la principale motivation de cette génération. C'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai aux Émirats, et c'est même vrai en Chine, où le côté statutaire est important, mais où 4 sur 10 nous disent quand même que là, le plaisir personnel est la motivation première. On perd aussi le côté expérientiel, avec ce goût du voyage, ce goût de la découverte dont témoignaient les Gen X, d'où le paquebot qui est naufragé. Et puis on perd également juste le plaisir des autres, le plaisir de partager,
quelque chose qui ne s'achète pas et qui était très marqué dans les Gen X. Et évidemment, dans cette période, c'est tout l'univers de la beauté qui s'écroule et on vous a demandé une expérience de pensée. Imaginez, Kim Kardashian disparaît, donc sa maman va essayer de sauver l'empire et va donc proposer des produits pour les boomers et va devenir évidemment l'emblème de sa marque. 2027-2029, qu'est-ce qu'on commence à perdre? On va perdre de l'optimisme. C'est tout à fait inattendu parce qu'on pensait cette génération, une génération critique, cynique. Ah, les gars, ils écoutaient, on a parlé de Radiohead, mais pour le coup, c'est eux qui ont inventé la New Wave. Et finalement, on a été assez surpris dans l'étude. Et oui, c'est l'optimisme qui ressort vraiment comme le mot qui ressort quand ils pensent à eux-mêmes. L'optimisme marqué de curiosité, d'indépendance, de côté épicurien en France, marqué de créativité et d'ambition en Chine, aux Émirats, marqué par la résilience, l'engagement aux États-Unis. Donc on voit que c'est multiforme, mais le mot qui symbolise cette génération, c'est vraiment l'optimisme. Et alors ça a été confirmé par les études, y compris épidémiologiques, puisqu'on s'est aperçu, vous connaissez peut-être ce modèle du bonheur qui s'appelle le modèle ABC, qui prouve qu'en fait on est très heureux quand on est jeune et qu'on est très heureux quand on devient un Gen X et que franchement, entre les deux, c'est un peu compliqué puisqu'il faut gérer du stress. Et c'est une logique totalement liée aux hormones qui nous agitent à ce moment-là, très fort sur la dopamine quand on est jeune, très fort sur l'ocytocine quand on arrive à cet âge glorieux où en fait le lien devient beaucoup plus important que n'importe quoi d'autre. Sauf que lors des dernières études, on s'est aperçu que cette capacité de bonheur des plus jeunes était aussi fortement dégradée. Donc, si les Gen X disparaissent, le bonheur et l'optimisme disparaissent avec eux. Et finalement, on va s'apercevoir, toujours exercice de pensée, que Brian Johnson, qui est parti avec l'eau du bain, va finalement laisser la place à son fils, Talmage, que vous connaissez un peu moins bien, et qui, lui, va se focaliser dans son entreprise sur la capacité à redonner des années supplémentaires aux boomers qui doivent continuer à tenir la richesse, les entreprises et les activités, et donc il va être dans la hard longevity et dans un ancrage extrêmement puissant, pendant que la jeunesse elle-même, à qui on va demander de rentrer sans préparation dans un monde très brutal de performance, va essayer de tenir chimiquement, que ce soit à travers l'Ozempic ou une forme de résilience, y compris physique, qui va rendre l'entraînement, la salle de sport, une sorte de temple contemporain. Alors on se parle de 2029-2031, vous voyez qu'on galope à toute allure dans cette période, et ici on va atteindre un pic de solitude, c'est-à-dire qu'on pensait qu'on avait perdu le bonheur et qu'on avait déjà perdu beaucoup, mais alors attention, ici on rentre dans la période où on découvre qu'en fait les Gen X, c'était la génération du lien. Oui, avec ce rôle de liant et de lien que joue la Gen X entre les générations précédentes et les générations suivantes. Ça se marque en Orient, en habitant souvent sous le même toit. Mais même aux États-Unis, où on définit comme la société comme étant très individualiste, 8 personnes sur 10 nous disent qu'ils se voient comme un lien entre générations. Et ça, c'est très, très marquant. Et voilà, c'est ce qu'on peut retenir sur ce lien qui est fait en fait entre la société précédente qui est plus individualiste, la société qui naît ensuite et qui est plus individualiste. Alors ça, c'est compliqué parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que plus de lien entre les générations, plus de tampons. En fait, on a une vraie tentation, en particulier dans les populations masculines, pour la violence. Et on va voir aussi une sorte de disparition de l'amour. Ça va devenir une espèce de privilège nostalgique, puisqu'en fait, les grands amoureux sont les Gen X. Les grands amoureux, dans leur capacité justement à avoir un amour assez ouvert, assez libre, à inventer. On pense que ce sont les plus jeunes, pas du tout. En fait, ils sont très tentés par une approche très monogamique. Et par ailleurs, on s'est aperçu depuis 2025 qu'ils étaient rentrés dans des relations amoureuses assez intenses avec des IA. Et que le fait, vous avez peut-être vu passer cette étude qui disait que aux États-Unis, les jeunes hommes aujourd'hui ont moins de 40% d'occasions d'avoir un date, contrairement aux 80% de 1972, ce qui veut dire que la solitude frappe et frappe fort. Par ailleurs, puisqu'on commence à rentrer dans des univers qui sont des univers beaucoup plus synthétiques, les espaces de communication, d'échange, d'ailleurs que provoquaient les Gen X en reliant les générations entre elles, on va basculer sur une logique d'algora, donc d'espace de communication qui devient
100% synthétique et dans lequel se perd la capacité justement à avoir et de l'esprit critique et de l'échange avec d'autres humains. Et vrai souci, on va voir dans cette période-là que l'absence de gatekeeper, donc l'absence de contrôle des Gen X sur les générations précédentes, parce qu'ils étaient une génération analogique aussi, et savaient rentrer et sortir de ces univers, va faire des générations qui seront plus médiocres cognitivement, au sens propre du terme, puisqu'on a observé dès aujourd'hui que plusieurs heures par jour passées sur les réseaux sociaux ou avec les IA, c'est déjà un déficit sur les capacités de mémoire et de rationalisation. Et alors évidemment, pendant cette période-là, on va perdre les grands lecteurs, puisque les grands lecteurs aujourd'hui, ce sont les Gen X, ce sont les premiers acheteurs de littérature en particulier, et donc Gallimard va être obligé de créer une collection rose en parallèle de sa collection blanche pour financer ses auteurs, collections roses qui seront des romances bien plus courtes et co-générées par de l'IA, de façon à pouvoir continuer à exister. 2031-2033, alors là, on va perdre quelque chose d'assez solide, on va perdre de l'éthos. Trump va être, ou à ce moment-là, va entamer son 4e mandat, puisque évidemment, il n'y a plus de Gen X pour prendre la place. Il aura évincé J.D. Vance parce qu'il est beaucoup trop préoccupé par les intérêts de la génération Y, et en particulier, il n'a pas très envie de faire le semi-confinement dont rêve Trump pour protéger la santé des boomers. Mais ce qui va être intéressant, c'est évidemment cette logique de système de valeurs qui va s'éroder. Oui, toutes les valeurs telles que l'humain, telles que l'ouverture sur le monde, telles que la liberté de penser, qui sont très caractéristiques de cette génération, vont s'éroder. Et pour le coup, c'est intéressant puisque de façon factuelle, on s'aperçoit que dès 2025, on avait observé que tout le soft power était dans les mains des Gen X. Le pouvoir économique est encore dans les mains des boomers. Mais le pouvoir de la pensée, les maisons d'édition, l'univers de la fiction, que ce soit en littérature, au cinéma, les think tanks, etc., tout est mené par des gens qui sont Gen X. Leur disparition, c'est la disparition de l'esprit critique aussi. Autre disparition importante, c'est la perte des vrais sponsors de l'environnement. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est vraiment ressorti de cette étude, c'est l'appétence qu'ont la Gen X pour la préservation de l'environnement. C'est très clair aux États-Unis, c'est très clair en France, mais c'est aussi, et ça nous a beaucoup marqué, très clair aux Émirats et très clair en Chine, où il y a une sensibilité de plus de 9 répondants sur 10 à la cause. Et également un achat de seconde main qui est très développé aux Émirats et en Chine. Donc, belle découverte, ils ont à la fois les convictions et les moyens, ce que ne partagent pas équitablement les autres générations. Et évidemment, point important, ce sera la disparition de la vie privée, puisque ça, c'est une obsession de Gen X, de préserver un espace ou un jardin secret. Et donc, on imagine bien que Luxottica, marque européenne, pour qui la vie privée est très importante, aura finalement cédé un peu aux pulsions plus américaines, donc cette idée d'avoir des outils d'accompagnement et ou de surveillance, comme par exemple les lunettes Ray-Ban Meta, qui cette fois-ci seront adaptées pour leur 8e génération aux enfants, pour un accompagnement quotidien, y compris de la gestion des TDAH et autres accompagnements scolaires, mais qui permettra aussi aux parents d'avoir un recueil quotidien de leurs allées et venues et de leurs émotions. On finira par 2033-2035, dernière étape, l'étape qui divise. Évidemment, en 2033-2035, normalement, c'est tout l'héritage des boomers et celui des Gen X qui va se déverser comme un tsunami sur les générations les plus jeunes. On pense que c'est une bénédiction, c'est quand même compliqué de recevoir plusieurs centaines de milliards de dollars d'héritage. Ça va surtout créer des clivages extrêmement importants au sein d'une même génération. Donc des gens qui brutalement vont devenir extrêmement riches et d'autres pas du tout. Et donc ici, les inégalités sociales renforcées vont conduire le luxe à devenir un objet de conflit. Donc à devenir cet objet qu'il va falloir cacher, encore plus qu'aujourd'hui, parce qu'il peut générer de la conflictualité, de la violence et finalement de la rupture ou du clivage. Et par extension, on va s'apercevoir que, encore une fois, faute de lien, faute de connexion, faute de valeur, faute d'imagination et de soft power qui est tenue et alimentée par cette Gen X, on finira par se réfugier dans cette néo-autofiction
Donc, dans ces outils qui ont déjà été inventés en 2025, des IA qui ne font que nous raconter nos propres rêves ou nos propres vies, ce qui est, vous l'admettrez un peu avec nous, un peu dommage. Donc, vous voyez, si vous êtes déjà nostalgique de ces gens qui sont ces high network individuals, de ces gens qui vivent leur deuxième jeunesse, de ces gens qui sont les leaders du soft power, qui sont libres penseurs, qui sont en fait des amoureux de la vie, si déjà ils vous manquent, prenez soin d'eux, parce que ce sont eux qui font le luxe d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Même si on finit sur une note un peu dark en 2033, on n'est pas pressé, mais bon.